Pour ce 21e podcast, mon invité était Bruno Dubuc. Donc c'est un vulgarisateur scientifique qui vit au Canada et je suis tombée sur lui grâce à Internet car il a fait une conférence à l'école d'été en neuroéducation. Et c'est grâce aussi au MOOC Apprendre à apprendre que j'ai pu découvrir sa conférence. Et donc Bruno a énormément de connaissances sur le fonctionnement du cerveau, sur vraiment des choses au niveau biologie très très poussées. Mais ce que j'ai adoré dans ce podcast en fait, c'est qu'il a réussi à s'adapter. Je lui avais dit que mon public, que mes auditeurs étaient principalement des professeurs des écoles et aussi des parents, et qu'on n'avait pas tous forcément les mêmes connaissances que lui au niveau scientifique. Et vous allez voir, il y fait référence de temps en temps, mais d'une manière qui nous permet vraiment de comprendre les choses. Donc j'espère que ce podcast va vous permettre d'avoir une meilleure connaissance sur le fonctionnement du cerveau et pourra vous apporter beaucoup. Je laisse place à ma conversation avec Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je suis remontée jusqu'à toi en suivant en fait un cours, un MOOC sur Coursera, Apprendre à apprendre. Et d'ailleurs c'est un cours que je recommande vraiment aux auditeurs parce que j'ai beaucoup appris sur comment on apprend. Et en fait j'ai reçu un mail qui parlait de l'école d'été en neuroéducation au Canada. Et tu avais donné une conférence donc cet été sur le cerveau. Donc voilà, j'ai regardé cette vidéo de la conférence et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment une mine d'or sur tout ce qui concerne le cerveau. Et j'aurais voulu qu'aujourd'hui, tu nous expliques un peu, ton métier, c'est d'être vulgarisateur scientifique, c'est bien ça ? Oui. Voilà. Et donc j'aimerais te poser plusieurs questions sur le fonctionnement du cerveau, sachant que les personnes qui écoutent le podcast sont principalement des professeurs des écoles et quelques parents. Donc si tu arrives à vulgariser les connaissances complexes sur le cerveau, ça sera super pour que les auditeurs puissent comprendre. Parce que c'est vrai que j'étais un peu perdue, moi j'ai pas tout compris dans la conférence, j'ai pas fait d'études en biologie, enfin j'étais pas du tout là-dedans, donc j'ai pas tout compris, mais en tout cas j'ai l'impression que le fait d'avoir une meilleure connaissance du cerveau, et pour les adultes et pour les enfants, ça peut vraiment être utile. Est-ce que tu confirmes ça ? J'en fais mon pain et mon beurre depuis 20 ans, donc je confirme tout à fait. Voilà. Non, c'est assez étonnant, voire troublant quand on y pense, que l'école, donc des humains avec un cerveau humain qui enseigne, qui essaie de montrer des choses à des petits cerveaux humains extrêmement plastiques, extrêmement curieux, ne sachent à peu près rien de ce système nerveux-là. Moi, j'ai beaucoup été influencé par Henri Laborie, qui était à la base un chirurgien au milieu des années 40 et qui est devenu par la suite pharmacologue, biologiste des comportements et qui a été très, très multidisciplinaire à une époque dans les années 60-70 où c'était encore très mal vu, là, où on ne jurait que par les spécialistes. Et Laborie disait, lui trouvait ça scandaleux que on puisse enseigner à des systèmes nerveux sans connaître comment cette chose-là apprend, qu'est-ce qu'il y a un peu sous le capot, en fait. Puis, je pense que ça aide à... Il y a beaucoup de connaissances actuellement, depuis 10, 15, 20 ans, 25 ans, les sciences cognitives qu'on appelle, qui sont un petit peu le regroupement de différentes disciplines, neurosciences, psychologie, philosophie, toutes des disciplines qui s'intéressent à la pensée ou à l'esprit humain, qui se sont aperçus à un moment donné qui parlaient toutes un peu de la même chose, mais par des angles différents, ont décidé d'essayer de se parler, mais c'est toujours pas facile là, quand tu viens de différentes disciplines d'adapter ton discours aux autres, mais ça a donné des choses intéressantes, en l'occurrence dans notre compréhension de comment on apprend, qu'est-ce que fait le cerveau la plupart du temps, à chaque instant dans une journée, qu'est-ce qu'il essaie de faire. Et puis on pourra en reparler sûrement à travers notre échange, là, mais
Mais asseoir aussi, qui dit système nerveux dit un être vivant qui le porte. Donc, un être vivant, ça a à la fois une longue histoire, ça a une histoire de vie, hein, ça porte tout son développement, les conditions dans lesquelles il a grandi, puis tout ce qu'il a pu emmagasiner comme expérience bonne ou mauvaise durant sa vie. Mais en plus, les plans généraux de ce système nerveux-là, ils proviennent pas ils sont pas nés de la dernière pluie. Je veux dire qu'il y a une longue histoire évolutive aussi qui fait en sorte qu'on est là aujourd'hui pour se parler. Puis ça éclaire beaucoup de tenir compte de ça. Je me suis aperçu que les gens regardent un cerveau avec toutes ces circonvolutions, puis c'est vraiment un objet très étrange. Et cette étrangeté-là peut être un peu moindre si on regarde les cerveaux des autres animaux, si on regarde un peu l'origine des systèmes nerveux, la boucle sensorimotrice. Et c'est plutôt par là, je pense qu'il faut commencer, parce qu'on est encore construits, nous les humains, sur ce même modèle-là, sensorimoteur. Et c'est une erreur de commencer à comprendre, de vouloir comprendre le cerveau comme si c'était une machine à résoudre des problèmes complexes, abstraits, alors que c'est une machine qui est faite essentiellement pour se déplacer dans un environnement avec des racines puis des souches, puis de ne pas se casser la gueule en se déplaçant pour trouver son prochain repas. Donc, c'est pour le un peu caricaturalement. Mais donc, c'est ça. Je pense qu'il faut savoir un peu d'où on vient, de quoi on est fait, et puis ça nous permet de peut-être asseoir les apprentissages sur des choses qui sont plus profondes, plus fondamentales, et puis qui vont être plus efficaces et plus solides peut-être. Et dans la conférence, tu avais utilisé la métaphore d'un avion, comme si le fait de vouloir tout comprendre sur le cerveau, c'était comme si on voulait piloter un Boeing. Et après, tu avais utilisé une métaphore avec 2 autres avions beaucoup plus petits. Tu peux expliquer ça aux auditeurs? J'aime beaucoup les métaphores. OK, c'est ça. C'est un peu vouloir connaître le cerveau humain dans toute sa complexité aujourd'hui, puis dire, explique-moi comment ça marche le cerveau humain. C'est un peu comme rentrer dans le cockpit d'un 747, puis demander au pilote, expliquez-moi comment ça marche, tous ces cadrans-là, je veux voler avec ça là, dans 1 heure ou 2 ou 3. C'est impossible. Mieux aurait fallu au moins rentrer dans un cockpit de petit Cessna, un petit avion avec encore peut-être des pédales. Hein. Tu appuies sur une pédale, tu vois un aileron bouger, puis tu dis, ah d'accord, comme ça on va monter si j'appuie sur la pédale de droite parce que l'aileron se baisse à droite. Bon. Mais je poussais encore le délire encore plus loin en remontant à l'avion des frères Wright, les premiers avions où il n'y avait à peu près rien à part une aile. Et au moins, on pouvait s'attarder sur la forme de cette aile-là, qui est un peu courbée, vous savez, et expliquer le principe, pourquoi une aile porte sur l'air, parce qu'il y a une différence de pression entre la partie en dessous qui est concave et la partie au-dessus qui est convexe. Et là, on comprend les principes de base du vol, et ça nous permet ensuite de comprendre des petites parties du fonctionnement du 747, mais au moins, on a la base, on a ce qui importe de comprendre, puis toutes les fioritures, puis les appareils électroniques qui se sont greffés par-dessus ça, qui est aussi le cas de notre cerveau. On a toutes sortes de couches qui se sont rajoutées d'une espèce de cortex qui a littéralement explosé sa surface depuis nos cousins chimpanzés. On a un cerveau 3 fois plus volumineux que nos plus proches cousins vivants actuellement, alors qu'on a à 98,5% des mêmes gènes qu'eux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait toutes ces fioritures, je dirais? Il y a différentes hypothèses, mais l'important, c'est de connaître ce qui est au centre de ça, la base, finalement. Survivre, au fond. Maintenir en vie cet organisme-là. Et puis, à partir de là, dans nos sociétés complexes, parce que maintenant, on est les humains, hein, on est dans une culture et puis on se transmet beaucoup de choses, beaucoup de savoir-faire par le langage. Et à partir de là, comprendre que tout ça, toutes ces connaissances abstraites qu'on se transmet, ça reste quelque chose qui se bâtit sur un vieux cerveau, quoi. D'accord. Donc là, aujourd'hui, on va pas pouvoir piloter un Boeing, mais on peut peut-être essayer de piloter un des premiers avions là, des frères Wright. Et donc, si on aimerait justement pouvoir piloter ce tout premier avion, quelles seraient les connaissances de base
qu'on devrait avoir quand on s'occupe d'enfants? Bon. Pas facile, hein? C'est difficile parce que c'est toujours cette tension entre les connaissances fondamentales puis les connaissances, les trucs pratiques, les conseils pratiques que les gens en éducation veulent. Moi, je ne suis pas très bon, hein, tu l'as dit au début, je ne suis pas un spécialiste, je suis un généraliste, donc j'essaie de faire ces ponts-là, mais je suis sûr que tout ce que je peux me contenter de faire, je pense, c'est d'énoncer ces grands principes-là, et puis d'essayer de dresser peut-être maladroitement quelques ponts, et puis vous, ça vous donnera peut-être des idées pour pousser puis ajuster tout ça plus finement. Mais par quoi commencer? Je sais que tu veux arriver à des choses qui sont un petit peu au milieu de ce que je viens de décrire. Par exemple, les 4 piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene, là, où lui, il est justement bon là-dedans parce qu'il a un pied dans les neurosciences très, très fondamentales, puis beaucoup d'expériences pratiques dans l'éducation. Mais je dirais que je vais essayer peut-être de partir de l'histoire de la motivation et des émotions. Parce que justement, quand on parle d'apprentissage, on dit on veut comme vouloir s'adresser à la raison. On veut s'adresser à ce cortex, justement, qu'on associe souvent à la raison. Et ce qu'on oublie, c'est que depuis les années 90, au moins, avec des livres comme celui d'Antonio Damasio, L'erreur de Descartes, on se rend compte que nos prises de décision, nos raisonnements qu'on considère les plus abstraits, mathématiques, logico-mathématiques, etc., ont besoin de s'enraciner littéralement dans le corps et dans ce qu'on appelle les émotions. Puis là, peut-être une petite parenthèse, qu'est-ce qu'une émotion? Parce qu'on a souvent tendance, quand on n'a pas trop de connaissances sur le cerveau, à dire « Ah, il y a le cerveau que j'utilise pour raisonner, pour penser, et il y a les émotions. » Puis tout de suite, on a tendance à toucher notre cœur et à dire « Ça vient de là, hein? Les émotions, c'est pas cérébral. Arrête d'être cérébral, écoute tes émotions. » Mais dire ça, c'est dire aussi... Dire ça, c'est être victime d'une espèce de dualisme cartésien qui perdure encore 400 ans après Descartes, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une séparation entre, d'une part, l'esprit et le cerveau, mais pire que ça, en fait, une séparation entre le cerveau et le reste du corps. On sait aujourd'hui qu'il y a tellement de voies de communication entre les différents grands systèmes du corps, immunitaire, je sais pas moi, endocrinien et le système nerveux, qu'à tout moment, le cerveau sait ce qui se passe dans le corps. Et à tout moment, ce qui circule dans le corps, le cerveau en est informé. Donc, une émotion, fondamentalement, c'est de donner une valeur de survie à ce que l'on perçoit. Ce que l'on perçoit, ça a une valeur bonne ou mauvaise pour nous. Ça peut être assez instinctif, comme de la bonne bouffe qui nous attire spontanément, ou une menace avec des gros crocs là, qui commencent à rentrer dans notre chair. On n'aime pas ça, on a de la douleur, on sait que c'est pas bon pour nous. Mais ça peut être, chez l'humain, complètement symbolique. Hein? Ça peut être devenu une remarque désobligeante dans un système professionnel hiérarchisé où on remet en question nos compétences. Tout ça va être des menaces symboliques, mais qui vont avoir sur le corps des effets bien concrets, là. Des remaniements vasodilatoires, parce qu'au fond, devant une menace, si on prend le côté négatif, on a toujours 2 options, puis ça, Henri Laborie l'avait très bien souligné. On peut fuir la menace, hein, s'il y a un gros tigre à dents de sable qui est devant nous pour se remettre dans une période où les menaces étaient plus physiques, on peut courir puis le distancier, ou s'il est sur nous, on n'a pas le temps de se sauver, en désespoir de cause, on va combattre. Et dans les 2 cas, fuir ou combattre, on a besoin de nos muscles, on a besoin de force, on a besoin d'oublier les ressources sanguines au système immunitaire, aux organes, aux viscères. On oublie ça, on va peut-être être bouffé dans 10 secondes.
Donc, il faut réallouer tout aux muscles. D'habitude, ça ne dure pas longtemps. On peut fuir ou lutter, puis ça se rétablit, puis il n'y a pas de séquelles. C'est parfait, on a survécu. Le système est super rodé, puis on a hérité de ce système-là. Parce que ceux qui étaient trop relax avec le tigre dans le sable, ils n'ont pas laissé beaucoup de descendants, vous comprenez? Donc, nous, on a ce système-là qui a été très utile pour nous. Le problème, c'est quand la menace dure au-delà d'un certain temps. Hein? Et Dieu sait que dans nos sociétés où c'est plus des menaces physiques directes, c'est des menaces plus symboliques, on a des problèmes avec, justement, prenons l'exemple du supérieur hiérarchique, ou dans notre famille, nos parents se disputent toujours. On a cette menace qui est toujours intériorisée, finalement, dans notre tête. Notre corps, il réagit avec toujours sa bonne vieille réaction qu'on a héritée de nos ancêtres. Il enlève du sang dans les viscères, il néglige le système immunitaire, il se met en position pour agir, fuir ou lutter, mais il peut pas. Il peut pas parce que tu peux pas quitter ta job, parce que tu as des contraintes économiques, tu as une famille à nourrir, tu peux pas étrangler ton patron parce que tu aurais de la misère avec la police après. Bon, donc tu restes comme ça des jours, des semaines, des mois, et c'est là que ça peut avoir des effets hyper néfastes sur la santé. Donc, là, j'étais un peu loin dans une direction. Je ne sais pas si tu voulais en parler, mais l'idée, c'est que l'émotion d'anxiété, l'émotion de peur, toutes les émotions reliées à ça, on voit bien que c'est des indicateurs que ton corps-cerveau, d'ailleurs, moi, je milite pour qu'on ne parle plus du cerveau ni du corps, mais toujours du corps-cerveau avec un trait d'union, tellement c'est une seule et même chose. Et à partir de là, ce corps-cerveau-là perçoit dans l'environnement des choses qui semblent être bonnes ou mauvaises pour lui, génère une réaction viscérale et émotive parce que c'est le corps-cerveau qui veut aller vers ça ou qui veut fuir ça. Et nous, avec les 1000 nuances que l'espèce humaine est capable avec son gros cortex, on va parler de nos sentiments très, très fins à travers tout ça. Mais à la base, ces émotions-là sont bonnes ou mauvaises. Et à la fois, si je peux le permettre en terminant, à partir du moment où ton corps-cerveau prend conscience qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui est bonne pour lui ou mauvaise pour lui, là, il y a une motivation à agir qui surgit tout de suite. Si c'est bon pour moi, je suis motivé à aller vers la chose. Si c'est mauvais pour moi, je suis motivé à aller dans l'autre direction, à la fuir. Donc, l'émotion est très liée à la motivation aussi. Donc, et la motivation à quoi? À agir, parce qu'on est des animaux, on n'est pas des plantes. Nos ressources, on doit aller les chercher dans l'environnement. On ne peut pas rester planté au soleil puis avec un petit peu de photons solaires et de CO2 construire nos propres constituantes. On est obligé, nous, d'aller chercher notre énergie dans des molécules déjà existantes. Donc, c'est ce qui fait que on est fait avec une boucle sensorimotrice, puis on s'en sort pas. Même si on a un gros cortex, on a encore des régions sensorielles primaires dans notre cortex. On a encore un cortex moteur primaire. La boucle sensorimotrice, elle est toujours là. D'ailleurs, un enfant de quelques mois, il n'est que là-dedans. Et puis, c'est à travers cette boucle-là qu'on comprend le monde, qu'on a des connaissances plus comme concrètes sur le monde. Et c'est là-dessus que va se greffer l'abstrait plus tard, quand on va pouvoir faire ce qu'on appelle du offline, c'est-à-dire être moins dans l'environnement, mais être plus comme tu es actuellement, c'est-à-dire que tu ne bouges pas beaucoup, mais j'imagine que tu penses à la prochaine question que je vais te laisser poser d'ailleurs. T'es bien retombé sur tes pieds. À un moment, je me suis dit, est-ce que tu vas, par rapport à ce qu'on avait dit au début, mais je vois que tu as bien réussi à retourner sur émotion, motivation, apprentissage. Et est-ce que je pourrais traduire ce que tu as dit par l'enthousiasme est l'engrais du cerveau et sans enthousiasme, on ne peut pas apprendre et on ne peut pas apprendre. C'est bien ça. C'est l'enthousiasme et l'engrais du cerveau. Je l'avais jamais entendu, mais ça dit ce que ça dit. Oui, tout à fait. Puis je pense que c'est une des choses qu'on oublie trop souvent. J'ai un fils et puis quand j'allais dans des réunions de parents à l'école, je trouvais donc qu'on passait du temps à nous expliquer les barèmes de notes, puis comment on allait noter, puis comment on allait faire des récupérations pour réussir à avoir la fameuse note, pour avoir, tout ça était assez décourageant pour moi. La personne prenait 2-3 minutes à parler de sa matière, ce qu'elle enseignait, puis pendant les 7-8 autres minutes qui lui étaient allouées,
nous parlait que de ça, alors que je pense que c'est le contraire. C'est comment trouver des façons de rendre les apprentissages, le fun, concret, motivant. C'est à ça qu'on devrait penser le plus. Comme le dit bien Dehaene d'ailleurs, les notes qui font couler quelqu'un ou passer quelqu'un sur le mode de la grosse punition puis de la grosse récompense, c'est pas ça que ça prend. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits tests qui, tout de suite après un apprentissage, te disent si tu l'avais ou si tu ne l'avais pas. Parce que c'est là que si tu ne l'avais pas, il y a un écart entre ce que tu étais en train de faire et ce que la réalité te dit qui est la bonne chose. Puis tout de suite, si tu vois cet écart-là clairement, tu peux la corriger, ton erreur. Hein? Ça, c'est tout le grand courant du cerveau prédictif, là, qui est une espèce de grand cadre théorique de voir le cerveau qui, depuis 5-10 ans, en sciences cognitives, est très fort. Et c'est l'idée que notre cerveau est toujours en train de projeter son hypothèse, projeter ce qu'il pense, projeter ses préjugés aussi, parce que c'est pas vrai que le cerveau est un organe passif là, qui attend. On a tous une expérience sur le monde, puis on a toute notre petite idée de ce qui risque de se passer. Et si la chose se passe comme on le prévoit, c'est parfait. C'est là qu'on dit que la connaissance est automatisée, puis ça libère le cerveau pour autre chose, pour une conscience plus grande sur autre chose. Mais si la chose ne se passe pas exactement comme on l'avait prédit, là, il y a comme un signal d'erreur qui parvient au cerveau. Il y a comme un écart entre ce qui était prédit et ce que la réalité nous dit. Ce qui est un peu la démarche scientifique dans son ensemble, hein, si vous me suivez bien. Et puis là, on va essayer de combler cet écart-là. On va soit changer notre cerveau, soit changer notre modèle. En fait, c'est tout ça la question de la plasticité. On est capable de changer notre modèle interne pour le faire mieux correspondre à la réalité. Mais il arrive des moments aussi où ce grand cadre théorique-là nous permet de comprendre c'est quoi agir aussi sur le monde. Si on est convaincu que notre modèle est le bon, puis que l'environnement, je ne sais pas si je vous parle, puis j'ai une bouteille d'eau ici, puis je suis distrait, puis je viens pour prendre ma bouteille d'eau, puis elle est à l'autre bout de la table, bien, c'est pas pratique pour moi qu'elle soit à l'autre bout de la table. Alors, s'il y a une erreur entre ce que je voudrais ou ce que je pensais, puis ce qui est dans le monde, je peux agir sur le monde. Je peux prendre ma bouteille d'eau, puis la ramener où est-ce que je veux. Donc, c'est aussi ça, le cerveau, réduire l'écart entre la réalité et nous en changeant nos modèles, mais aussi agir sur le monde pour rendre le monde plus adéquat, plus facile à vivre. Tu sais, quand on fait du camping, par exemple, là, on arrive, on fait notre petit rond de feu, on installe notre tente, on se met une petite corde à linge, tu sais, on se met une bûche devant le feu, on agit sur l'environnement pour qu'il y ait moins d'efforts à faire, en fait. En fait, toute notre technologie, le Skype qu'on utilise là, c'est tout ça, en fait. C'est tout comment l'être humain, avec son imagination, réussit à rendre l'environnement plus agréable, plus propice. Mais aussi découvrir l'environnement, c'est aussi devoir adapter nos modèles. C'est le but de l'apprentissage. Mais du coup, pour que le cerveau puisse... quand le cerveau fait une prédiction, et après, il va se rendre compte s'il avait vu juste ou pas. Mais si on s'était trompé, on a besoin d'un retour sur erreur neutre, d'un feedback neutre. Et... Oui, c'est ça. Pas quelque chose de stressant. Voilà, pas une note où on va se faire disputer parce qu'on a une mauvaise note, on perd son estime. À la limite, quelque chose qui pourrait être même, j'imagine, quelque chose qui pourrait être étonnant ou stimulant pour l'enfant en lui disant « Regarde comment c'est mieux comme ça » ou « Regarde ce que ça fait quand on le fait vraiment comme il faut ». Ou lui-même aurait sa petite puff de dopamine ou de chose qui ferait... D'ailleurs, ça me rappelle une étude où, vous savez, avec les jeux de connaissances comme Trivial Poursuite là, ou quelques arpents de piège, on a ça ici au Québec. On pose des questions générales, géographie, histoire, tout ça. Et puis, évidemment, parfois, on n'a pas la réponse. Et on n'a pas la réponse, on peut avoir comme deux réactions. Hein? On peut dire John Smith, je ne savais pas que c'était lui, ça ne me dit absolument rien. John Smith. Bon. Ou on peut dire ah oui, John Smith, j'aurais dû m'en douter parce qu'il a inventé telle machine, puis je connais ces machines-là, puis blablabla. Bon.
Alors, les gens avaient des réactions comme ça aux questions qu'ils avaient échouées et on les notait, leurs réactions. Et par la suite, une semaine plus tard, on les faisait revenir puis on leur reposait toutes les questions qu'ils n'avaient pas réussi la première fois. Et on s'apercevait qu'ils se souvenaient beaucoup plus des réponses qui étaient « Ah oui, j'aurais dû y penser parce que blablabla ». Parce qu'à ce moment-là, ils associaient le nouvel élément à tout un corpus de connaissances qu'ils avaient déjà. Et ça montre très bien le caractère associatif de la mémoire. D'ailleurs, il y a une dame française que j'aime beaucoup qui s'appelle Hélène Trocmé-Fabre, qui était linguiste et puis aussi qui s'est intéressée très tôt aux apports des sciences cognitives dans les années 70-80 à l'apprentissage. Et elle a une superbe phrase qui dit « Apprendre, c'est accueillir le nouveau dans le déjà là ». Ah oui. C'est très bien parce que ça montre le caractère associatif. Si tu trouves une façon d'accrocher une nouvelle connaissance avec quelque chose que tu connais déjà puis que ça lui donne du sens, ben, tu vas le retenir beaucoup mieux qu'une connaissance toute seule qui flotte et puis qui va être oubliée très vite. Ouais, j'avais cru comprendre que une des clés de la mémoire, c'était l'association entre le connu et l'inconnu, les allers-retours entre le connu et l'inconnu. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et cette caractéristique-là, elle est même facilement, je peux peut-être tenter une petite analogie au niveau des neurones. On considère maintenant un peu qu'un souvenir, qu'un apprentissage quelconque, hein, ce sont des neurones dont les connexions se sont renforcées. Hein. Quand on répète quelque chose un certain nombre de fois, on renforce les connexions entre certains neurones et l'influx nerveux qui circule à tout moment dans notre cerveau va donc pouvoir passer plus facilement entre ces neurones-là qui forment un réseau de neurones sélectionnés par l'apprentissage. Hein. Quand on apprend dans un livre en répétant des passages ou quand on pratique un sport, on s'entraîne, ce qu'on fait, c'est qu'on renforce des réseaux de neurones. Hein. Et il est possible à ce moment-là de voir l'idée pour reprendre mon exemple, d'un réseau de milliers de neurones dont les connexions sont renforcées. Et quand tu associes quelque chose à ça, c'est que tu utilises probablement une partie du réseau qui est déjà fort entre eux. Les neurones sont déjà codés, renforcés entre eux, et que tu greffes à ça une nouvelle gang de neurones, si vous me permettez l'expression, que là, tu vas essayer d'accrocher à l'autre assemblée de neurones. Une fois que cet arrimage-là est fait, quand tu vas penser, tu sais, des fois, on a des indices de rappel, on dit « Ah oui, c'était relié à tel domaine ». Là, on met de l'activité électrique dans le plus fort réseau renforcé, là, celui qui était là depuis plus longtemps. Et puis, ce qu'on observe souvent, c'est une espèce de contagion. C'est-à-dire que cette activité électrique-là va se répandre, va comme aller dans les autres voies nerveuses relativement renforcées elles aussi. Et on va activer la connaissance qu'on cherchait qui est juste à côté. Donc, il y a cette espèce, c'est une façon là, un peu peut-être simpliste, mais on ne parle pas de l'hippocampe, on ne parle pas des différentes régions du cerveau qui ont des rôles différents à jouer dans tout ça, mais en même temps, juste pour donner une petite base neuronale à tout ça, qui explique pourquoi c'est utile de faire ça, c'est que c'est comme ça que les souvenirs sont collés dans notre cerveau. Ils sont collés par des assemblées de neurones qui renforcent leur connexion. Puis si tu réussis à en greffer une nouvelle avec celle qui est déjà là, elle va bénéficier de la solidité de la première. Et comme on est sur la mémoire, est-ce que tu peux nous parler un peu pour les auditeurs de mémoire à court terme et de mémoire à long terme? Ah, OK. C'est ça, c'est mémoire à court terme versus mémoire à long terme. Je pense que de toute façon, on n'emploie plus trop le vocable mémoire à court terme veut dire que là, on parle de l'aspect temporel de l'apprentissage. Selon que l'on étudie ou que l'on apprend une chose beaucoup, en général, plus on passe de temps à l'étudier, à la renforcer, plus ce souvenir-là va être robuste dans le temps.
plus il va durer longtemps. Ça se montre même chez des animaux très, très primitifs comme les mollusques. J'ai eu le privilège de travailler 2 ans sur un mollusque marin qui était capable d'apprendre des choses et on voyait que quand on stimulait leurs petites cellules un petit peu, ils retenaient l'apprentissage un petit peu, quelques jours. Quand on faisait plus d'apprentissage pendant des heures, ils le retenaient pendant des jours et des jours, voire des semaines. Donc, c'est vraiment parce que plus tu fais passer de l'activité nerveuse dans un réseau nerveux, plus les fameuses synapses, les fameuses connexions vont être efficaces. Et puis quand tu fais la mémoire ce qu'on appelle mémoire à long terme, pourquoi on peut ne pas penser à quelque chose pendant des années, puis à un moment donné, on s'en souvient. C'est parce que dans le cerveau, on a parlé de ces assemblées de neurones-là, mais au niveau des connexions, il y a des changements structuraux qui surviennent. La fameuse synapse, là, qui est 2 petits bouts de neurones qui se touchent presque, ça peut augmenter de surface de contact, la synapse. Ça peut grossir. Ça peut même, un contact synaptique peut même, quand il est très sollicité, finir par se splitter, se séparer en 2 routes au lieu d'une. Donc, quand tu as un endroit où tu avais une route, tu en as 2, ben, ça passe beaucoup plus efficacement. Puis ces changements-là, plus c'est l'exemple de passer de 1 route à 2 routes, ça va prendre beaucoup d'apprentissage. Mais une fois que c'est fait, tu as dans ton cerveau, au niveau anatomique, au niveau structurel, des choses qui ont changé. Et donc ça peut durer des semaines, voire des mois ou des années. Alors qu'un changement à court terme, avec peu d'apprentissage, ben, il y a des petits mécanismes rapides qui se mettent en place pour retenir des choses pas trop longtemps, qui sont plutôt de l'ordre de la modification des canaux et puis des récepteurs dans une synapse. C'est-à-dire qu'une synapse, quand un influx nerveux arrive, il ne passe pas de façon électrique d'un neurone à l'autre. Il doit sauter d'un neurone à l'autre, si vous me permettez l'expression, en éjectant, si vous voulez, des clés. Et ces clés-là, qui sont des petites molécules, vont se fixer sur l'autre neurone tout de suite de l'autre côté, dans des serrures. Et en ouvrant la serrure, la clé va permettre à des petites molécules chargées positivement ou négativement d'entrer dans le neurone et ça va régénérer un influx nerveux. Donc, tout ça, la partie synapse, c'est la partie souple de notre système nerveux. C'est ça qui peut se modifier avec l'apprentissage. C'est pas l'influx nerveux comme tel qui, lui, est un phénomène tout ou rien, qui est fiable, qui permet d'amener de l'information plus loin dans le cerveau. Et tu parlais des neurotransmetteurs quand tu disais les petites clés, non? Oui, c'est ça. On appelle les neurotransmetteurs, c'est des molécules. Et donc, quand les clés se fixent dans les serrures, s'il y a plusieurs clés qui arrivent en une durée de temps assez brève, bien, les serrures elles-mêmes vont se modifier. Ils vont devenir plus facilement ouvrables. Et puis ça va faire en sorte que ton assemblée de neurones, elle va te rappeler ton souvenir un petit peu mieux dans les heures qui vont suivre. Mais si tu arrêtes là, comme des petites molécules dans le cerveau, toutes nos molécules finissent par se briser puis d'être remplacées par de nouvelles. Au bout de quelques jours, si tu n'as pas entretenu ce souvenir-là, les molécules vont subir un changement et tu vas perdre. Ou l'idée de consolider un souvenir, justement. La consolidation, c'est l'étape. Pardon, juste terminer. La consolidation, c'est l'étape qui va permettre de passer de cette mémoire à court terme, donc de traces physiques très fragiles à des traces plus solides, voire à des changements structuraux, anatomiques dans les connexions qui, elles, vont être très, très stables. Et donc, ça, c'est des souvenirs qu'on va pouvoir aller rechercher après des années, parce qu'ils sont là, physiquement, anatomiquement, plus présents. Ah oui. Moi, j'utilise une autre métaphore et j'aimerais que je voudrais être sûre que c'est comparable à ce qu'on vient de dire. Moi, j'aime bien utiliser la métaphore de la jungle. Tu vois, en pleine nature, si la végétation est luxuriante et que un 4x4 passe une première fois et écrase tout, il va falloir qu'il repasse plusieurs fois pour pas que ça repousse. Est-ce que c'est la même chose? Ben oui, tout à fait. En fait, la façon dont tu le décris, c'est peut-être une métaphore un peu plus, éliminative. C'est-à-dire qu'en passant, il va tuer les pauvres petites plantes, mais il va faire un sentier. Et ça correspond peut-être plus à des mécanismes d'apprentissage
qui sont aussi des mécanismes d'élagage, si on veut. C'est-à-dire que dans certaines fenêtres d'apprentissage, durant l'enfance et l'adolescence, on a beaucoup de synapses qui vont disparaître, en fait. Hein? Je crois que c'est autour de 6, 7, 8 ans qu'on a le plus de connexions dans notre cerveau. En fait, on a trop. On a trop pour que ce soit efficace. Et on va apprendre en éliminant celles qui sont les moins souvent utilisées. C'est pour ça qu'on peut on peut apprendre 2 langues quand on est très petit et les parler plus tard sans aucun accent, parce que la prononciation, un bébé qui babille peut faire à peu près tous les sons, mais à un moment donné, il ne va pas utiliser certains sons qui ne sont pas dans sa langue maternelle, puis il va perdre la capacité de les faire, ces sons-là. Donc, c'est ça, l'élagage vient du fait, pourquoi notre cerveau fait tant de synapses, c'est parce que, juste pour vous donner une idée, vous savez qu'on sait maintenant qu'on a à peu près 20 000, 22, 23 000 gènes, les humains. Ça, c'est le nombre de gènes qu'on a dans chacune de nos cellules. Puis, on a 86 milliards de neurones dans notre cerveau qui font en moyenne 1000, 2000, 3000, jusqu'à 10 000 connexions. Alors, le détail d'informations pour encoder toutes ces connexions-là serait jamais possible par la quantité de gènes qu'on a. Donc, la stratégie que la nature emploie, c'est que les gènes permettent de placer, grosso modo, les neurones dans le cerveau, et eux, ils vont aller se surconnecter finalement. Ils vont se connecter partout avec leur cible, et par l'utilisation, par les apprentissages justement sensorimoteurs qui se font en bas âge, on va parce qu'à chaque fois qu'une synapse va être utilisée dans cette époque-là, à cette époque-là, puis tout le temps, en fait, un peu, il y a aussi des facteurs de croissance neuronale qui sont stimulés en même temps et qui vont permettre à ces synapses-là de croître puis de survivre. Alors qu'une synapse qui n'est jamais utilisée ou presque, elle ne va pas avoir ces facteurs de croissance-là, puis elle va finir par être éliminée. Ouais, donc l'élagage synaptique, ça peut être une bonne nouvelle comme une mauvaise, parce que tout dépend de l'environnement dans lequel va vivre l'enfant. Si c'est un environnement riche, il y aura plein de connexions. Mais si c'est les enfants qui n'ont pas la chance d'être dans un environnement riche, à la maison principalement, parce que l'école, il y a moins d'inégalités à l'école qu'à la maison. Mais un enfant qui a pas de chance et qui est dans une famille où il ne se passe pas grand-chose, on ne lit pas d'histoire le soir, on laisse l'enfant devant la télé, tout ça, du coup, c'est terrible pour ces enfants-là. Vous avez tout à fait raison. Puis ça remonte aux travaux de Marianne Diamond dans les années 60. C'était une femme aux États-Unis qui élevait des souris dans des cages avec beaucoup de jouets, de roues, avec beaucoup de congénères, versus des animaux qui étaient élevés dans des cages tout seuls toute leur vie. Et puis, à la fin de leur vie, de ces animaux-là, elle faisait des petites tranches de leur cerveau. Et puis, en microscopie, elle regardait leur connexion neuronale et elle voyait au niveau juste visuel le nombre de connexions qu'il y avait dans le cerveau, dans le cortex des souris qui avaient été élevées dans des environnements enrichis était vraiment, vraiment plus grand. Le nombre de chemins possibles était énorme, alors que dans les autres, on voyait tout de suite qu'il y avait beaucoup moins de connexions. Donc, et puis bon, il y a des études plus récentes qui montrent toute comment dire, tu sais, quand on dit la pauvreté, c'est pas bien, faudrait réduire l'écart faudrait réduire la pauvreté, puis c'est un peu comme ce serait bien, mais ça a des effets vraiment énormes sur le cerveau des enfants, parce que il y avait eu une étude qui montrait, par exemple, le volume cérébral durant les 3 premières années de vie des enfants versus 3 milieux socio-économiques différents, bas, classe moyenne et élevée. Et il y avait une différence de volume cérébral global entre les 3 milieux qui était significative. Donc déjà, à 3 ans, les enfants qui sont dans un environnement pollué, stressé, pas beaucoup de livres ou quoi que ce soit, partent avec une difficulté, un handicap neurobiologique, si vous voulez. Donc, c'est sûr que ces choses-là jouent beaucoup plus qu'on pense, malheureusement. Et c'est peut-être...
c'est peut-être pour ça qu'on entend des fois, alors même si c'est pas exact, mais je crois que c'est plutôt un neuromythe, mais je pense que c'est pour ça que les gens se trompent quand ils disent tout se joue avant 3 ans, ou tout se joue avant 5 ans, tout se joue avant 6 ans. C'est peut-être à cause de ça qu'on dit ça. Effectivement, c'est sûr que le tout se joue avant, ça n'a pas vraiment de sens parce que tout se joue continuellement pour un être humain. Mais tout ce qui se joue jeune, évidemment, a plus de poids, je dirais, d'une certaine façon. C'est impossible de mettre une frontière à tant d'années. Et puis, des gens comme Cyril Nick en France ou d'autres ont montré à quel point un cerveau hypothéqué peut, plus tard dans la vie, être résilient, c'est-à-dire rebondir, parce que toute chose peut paraître, par exemple, difficile pour quelqu'un, mais les êtres vivants, on veut toujours survivre. Donc, on développe toujours des réactions en fonction de ce qu'on subit. Peut-être que ces choses-là peuvent, plus tard, dans un climat plus serein, devenir des forces. Donc, ça s'est vu, tu sais. Des gens qui avaient eu des enfances extrêmement difficiles, puis qui rebondissent, puis qui deviennent d'une force incroyable. Mais c'est sûr que ce qu'on appelle vaguement, ce qu'on appelle l'intelligence, là, qui est un concept très, très, très flou, mais en gros, c'est un peu ça. C'est l'idée que plus tu as de routes possibles dans ton cerveau parce que ton environnement est toujours en train d'en créer de nouvelles, tu as toujours la possibilité d'en créer de nouvelles parce qu'il y a toujours des choses à explorer, il y a toujours des choses à découvrir. Ben, devant un test de QI ou whatever, une question quelconque ou un problème quelconque, si tu n'as jamais fait face à ce problème-là, si tu as plein de routes dans ton cerveau, tu vas trouver des analogies, tu vas trouver des façons de dealer avec ce problème-là, que si tu as juste quelques routes générales qui ne cadrent pas avec ce devant quoi tu es, ben, tu ne trouveras pas la solution. Donc, dans ce sens-là... Et tu sais, tu disais avec les lagages synaptiques, il y a des connexions qui disparaissent. Mais est-ce qu'on peut quand même, enfin je pense, mais si tu peux confirmer, on peut quand même en recréer d'autres à tout âge? Oui, tout à fait. Oui. Ça, c'est la grande découverte de Marianne Diamond et compagnie, c'est que durant toute la vie adulte, constamment, on peut augmenter la force de nouvelles synapses, voire en créer de nouvelles. Ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à jouer du violon à 80 ans si on s'y met. On ne deviendra pas un virtuose, mais c'est juste pour dire que cette chose-là qu'on ne croyait pas possible dans les années 60, on se disait, oui, bon, on apprend quand on est jeune, puis à un moment donné, on a appris ce qu'on avait à apprendre, puis on devient fonctionnel, et puis on fonctionne avec ça. Ben non. Cela dit, ça n'empêche pas qu'il y a des fenêtres temporelles quand on est jeune, où il y a des processus très intenses d'élagage qui se passent, qui ne reviendront pas plus tard. Mais il y a toujours cette possibilité-là, tu sais. Il y a tellement de... J'ai évoqué des gros chiffres tantôt qui disent pas grand-chose. D'ailleurs, j'ai appris récemment que quand on dit des milliards, bon, mettons qu'on dit 1 million de quelque chose, c'est comme... Si on compte jusqu'à 1 million, ça prend 11 jours. Si on compte 1, 2, 3 à chaque seconde, ça prend 11 jours. Si on compte jusqu'à 1 milliard, savez-vous combien de temps ça prend? Non. Ça prend environ 32 ans. Ah bon? Donc, le milliard par rapport au million qui est déjà un gros chiffre, quand on dit qu'on a des milliards de neurones, puis nous, on n'en a pas un, je crois que, si on met, j'ai vu ça aussi, si on postule, je crois, seulement 1000 connexions par neurone dans notre cerveau, ce qui est assez conservateur, OK? Oui. 1000 fois 86 milliards, si on transforme ça en secondes, puis on transforme ça finalement en années, bien, ça donne à peu près 2,7 millions d'années. C'est-à-dire que Homo habilis, qui frappait son premier silex à un coup par seconde, bien, il aurait commencé à compter le nombre de connexions qu'on a dans notre cerveau, puis ça se terminerait aujourd'hui. Donc, il y a de la place. C'est pour ça aussi le fameux mythe du 10%. C'est-tu vrai qu'on utilise juste 10% de notre cerveau? Ça n'a évidemment aucun sens, parce qu'on utilise toujours... pas également notre cerveau, mais toutes les régions de notre cerveau sont sollicitées à tout moment. Les réseaux se forment, se déforment dans l'espace d'une seconde. C'est très, très évanescent tout ça. Mais
ce mythe-là vient sans doute du fait qu'on se rend compte que quelqu'un qui veut vraiment, il peut toujours augmenter ses connaissances puis ses capacités. Donc, peut-être que le fameux 90% vient de là. D'ailleurs, il y avait une bonne blague là-dessus. C'était la personne qui rentre du travail puis il dit à son partenaire, écoute, j'ai eu un ACV aujourd'hui qui a détruit 90% de mon cerveau, mais heureusement, c'était le 90% que je n'utilisais pas, donc ça va. Mais je vois que tu aimes bien les comparaisons avec les nombres, parce que dans la conférence, tu comparais tes points en mettant tes 2 points proches l'un de l'autre aux neurones, hein, c'est ça? Oui, et pour comparer la taille, tu peux le redire ça aux auditeurs, ça j'ai beaucoup aimé. Oui, c'est ça. Si on met nos 2 points les uns en face des autres, ça symbolise, mettons, une synapse. La question, c'est quel serait le cerveau, quelle serait la taille du cerveau qui serait proportionnelle à cette synapse-là? C'est-à-dire qu'une synapse, là, ça doit avoir même pas un micron de diamètre. Si on prend l'ensemble des 2 structures, ça peut être 20 microns, même pas, 1 micron peut-être. En tout cas, j'ai fait la règle de 3, et puis le cerveau aurait 40 km de diamètre. Donc, imaginez dans votre région 40 km, rouler en voiture pendant 40 km et à toutes les mètres ou presque, vous voyez des points, des points, des points, des points. Ça donne une idée du nombre de connexions. Et ça, pas seulement dans une direction, dans les 3 dimensions. Parce que ah oui! Donc, il y en aurait dans les 3 directions, est, ouest, nord, sud, et puis vers le haut, 40 km aussi. Ouais. On imagine bien, du coup, notre cerveau, là, la taille que ça représente. Oui, c'est ça. Et j'ai remarqué que comme moi, tu utilises beaucoup de métaphores et je trouve que les métaphores, ça aide vraiment à comprendre les choses. Est-ce que il y a une explication scientifique pourquoi les métaphores, ça nous aide autant à comprendre? Oui, tout à fait. On revient au caractère associatif de la mémoire. Ouais. Parce que une métaphore ou une analogie, on peut aussi dire qu'on fait beaucoup d'analogies, c'est quoi? C'est partir d'une connaissance commune, d'une connaissance qu'on a déjà, donc d'aller chercher une image que tous les gens connaissent, okay? Un avion, nos 2 points, et puis de montrer un autre phénomène qui semble ésotérique ou différent ou incompréhensible, mais de se servir de ce qu'on connaît déjà pour montrer qu'il y a une ressemblance profonde entre les deux choses. Hein? Si je vous dis que, justement, la route là-bas, elle continue, puis à un moment donné, elle fait un coude, ben, j'ai parlé en métaphore, j'ai fait une analogie. Hein? Un coude, on sait c'est quoi, puis ah oui, un coude, il y a un angle. Hein? Bon, ben, la route fait un angle. Donc, cette idée-là, c'est encore l'idée. Si on remarque bien ce qu'il y a derrière ça, c'est l'idée d'aller chercher une connaissance commune chez quelqu'un, puis de dire, regarde, on va enlever le petit vernis de surface là, de cette affaire-là, on va regarder l'essence de cette affaire-là. Puis l'essence, comme un peu mon aile d'avion. Une aile, c'est quoi? Une aile, c'est une structure longue et un peu concave-convexe. À partir de là, on va regarder le 747 et on va dire, ah, ben j'avais jamais remarqué que dans un 747, tous les petits ailerons en arrière de l'aile, là, quand ils se plient justement, puis l'aile aussi, elle a cette... Donc, c'est de voir au-delà des apparences une situation... Et pourquoi ça marche? Ben, c'est parce que on va peut-être... il y a une chose qu'on ne dit pas assez, selon moi, c'est qu'une bonne mémoire, hein, c'est quelque chose qui doit oublier. C'est quelque chose qui doit oublier les détails. Hein, du point de vue évolutif, ce qui est important, c'est de retenir les généralités. Hein, c'est comme ça qu'on dit qu'on conceptualise quelque chose. On oublie les détails. On dit une chaise, c'est une affaire en gros qui a 4 pattes, puis qui a un genre de surface, puis un dossier. À partir de là, il peut y avoir plein de formes de chaises. On va toujours savoir qu'on peut s'asseoir là-dessus. Tu sais. Puis l'histoire que j'avais racontée dans un de mes billets de blog, c'était celle, imaginez une gazelle qui va près d'un point d'eau boire, puis elle se fait attaquer. Elle s'en sort, elle se fait attaquer par un tigre, mettons. Puis la fois suivante, elle a soif, elle retourne prudemment au point d'eau et là, elle voit dans les herbes une espèce de forme féline, mais là, c'est un jaguar, puis c'est des taches plutôt rondes et elle se dit « Ah, c'est pas ça qui m'a attaqué l'autre fois. » Donc, ça va. Mais non, ceux qui pensaient comme ça, ils ont été bouffés, ils n'ont pas laissé beaucoup de descendants qui pensaient comme ça. Donc, ce sont eux qui ont pu faire l'analogie « Ah, cette forme-là ondulante comme ça à travers les herbes, ça a été dangereux pour moi l'autre fois. » Tout de suite, je m'en vais et j'oublie les détails, je garde juste comme l'essence de la chose. Ouais.
Mais ça, je l'avais lu sur ton blog, parce que je vais dire le nom du coup aux auditeurs s'ils veulent creuser. Donc c'est le cerveau à tous les niveaux, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà, donc tu as un site où tu as fait des articles scientifiques, on peut dire comme ça? Ben, c'est toujours de la vulgarisation d'études. Donc, moi, je prends une étude, je la lis dans l'article, puis j'essaie de la rendre, par des métaphores, justement, plus digeste pour les gens qui n'ont pas tout le jargon de ces études-là. Et puis, donc, l'adresse du site, c'est www.lecerveau.mcgill.ca, donc .mcgill.ca. Mais si on tape cerveau ou le cerveau, Google le trouve assez rapidement. Et c'est ça, il y a donc une partie du site qui sont un peu encyclopédiques. Là. Il y a 17-18 grands thèmes. Et puis, la particularité de ce site-là, c'est que vous pouvez sélectionner vous-même votre niveau de difficulté. Il y a 3 niveaux de difficulté, débutant, intermédiaire et avancé. Donc, si vous rentrez sur un sujet où vous ne connaissez vraiment pas grand-chose, vous mettez la couleur jaune débutant. Puis si ça a bien été, vous pouvez cliquer ensuite intermédiaire, puis on reprend la même idée, mais on rajoute des détails et on s'en va comme ça jusqu'à avancer. Puis ensuite, c'est un site où vous pouvez aussi choisir vous-même le niveau d'organisation que vous voulez explorer. C'est-à-dire que si on parle de la mémoire, on peut bien sûr regarder quelles sont les structures cérébrales particulières qui jouent un rôle dans la mémorisation et tout ça, dans l'apprentissage. Mais dans une de ces structures-là, si on prend l'hippocampe cérébral, par exemple, il y a toutes sortes de circuits de neurones là-dedans, une espèce d'architecture neuronale particulière qui, si on la comprend, permet de mieux saisir comment l'information peut être renforcée quand elle passe dans l'hippocampe. Et au-delà de ça, on en a parlé tantôt, il y a ces fameux neurotransmetteurs-là qui sont ces petites molécules-là à un niveau donc encore plus petit qu'on peut aller voir. Donc, mon site est structuré en 5 niveaux d'organisation que l'on peut sélectionner soi-même. Donc, on peut circuler dedans un peu par niveau d'explication puis par niveau d'organisation. Ça, c'est le site encyclopédique. Puis en dessous de ça, tu as le blog. Le blog, c'est là où à chaque lundi ou mardi, je résume en quelques paragraphes une étude récente de la dernière année. Donc, il y a des pages de mon site qui datent de quand je l'ai commencé en 2002, 2003. Donc, déjà, il y a des choses qui datent un peu là-dedans, mais avec le blog, depuis 2010, souvent, je réfère à des pages de mon site quand j'explique quelque chose dans mon blog. Et dans ces pages-là, je refais des liens vers le billet de blog. Donc, vous pouvez quand même trouver dans le site des renvois à des études des années récentes. Oui, il y a beaucoup de choses. Hein. J'ai pas pu tout explorer, hein, juste une toute petite partie. Des heures et des heures, je dirais même des semaines de plaisir, si vous voulez, tous les... C'est ça. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Bruno. On va terminer le podcast avec les 3 questions habituelles. Est-ce que tu peux commencer déjà par nous partager un livre que tu aimerais faire connaître aux auditeurs? Oui, en fait, j'irai avec des livres de Norman Doidge, qui est un psychiatre à la base canadien, je crois qu'il est en Ontario. Il a écrit 2 livres au cours récemment. Je crois qu'il y en a un, c'est en 2007 ou 2008. Les 2 ont été traduits en français. Il y en a un qui s'appelle Les étonnants pouvoirs de transformation du cerveau. Et puis l'autre, plus récent, en 2012, je crois, c'est Guérir grâce à la neuroplasticité. Donc, vous pouvez trouver ça assez facilement en français. C'est très intéressant parce que lui, il s'attarde, un peu comme le faisait Oliver Sacks, le neuropsychologue célèbre là, américain, il s'attarde à tous ces petits problèmes neurologiques que les gens peuvent avoir suite à un ACV, par exemple, et qui mettent en lumière des déficits très, très spéciaux. Et c'est là qu'on comprend que notre cerveau, quand il fonctionne bien, il y a une cohérence là, très, très grande qu'on ne voit pas toujours. Puis aussi, il met en lumière comment des cerveaux blessés, des cerveaux lésionnés peuvent se réhabiliter jusqu'à un certain point toujours, dépendamment évidemment de l'ampleur de la lésion, mais que notre cerveau a ce pouvoir étonnant-là de reconstruire constamment des routes. Et puis ce dont on parlait, là, la question de la richesse de ces routes-là, évidemment, c'est une partie d'un échangeur dans ton cerveau, pour employer la métaphore routière, qui est détruit. Ben, si tu avais beaucoup de petites routes parallèles qui contournaient l'échangeur, ça va prendre moins de temps à retrouver ta fonction que si tu n'avais presque pas d'autres routes. Donc, c'est cette idée-là c'est ce genre d'idées-là qui sont bien exemplifiées dans ces bouquins.
Super. Et j'ai oublié de te prévenir, mais est-ce qu'il y a une citation que tu connais par cœur et que tu aimerais partager? Je te prends de court. Oui, oui, j'en ai une, j'en ai plusieurs, mais j'en ai une qui est assez terrible. Euh, je ne sais pas si je vais vous la dire ou si je vais décourager vos auditeurs, mais ça donne à réfléchir. C'est de Henri Laborie, évidemment, que j'aime beaucoup. Il disait, mais ça montre à quel point l'éducation, c'est quelque chose d'important, puis c'est comme, il disait, je suis effrayé par ce qu'on peut rentrer dans le système nerveux d'un enfant à son insu. Il lui faudra sa vie durant. Attends, c'était quoi donc? Il lui faudra sa vie durant pour s'évader de cette prison s'il n'y parvient jamais. C'est l'idée que c'est l'idée que l'environnement l'environnement au sens large nous pénètre constamment. Et puis plus on a un environnement aimant, stimulant, riche, réconfortant, tout ça, ben plus ce sont ces valeurs-là qu'on intègre. Et quand on a des valeurs de pouvoir, de hiérarchie, de ci, de ça, ben c'est ce que les petits systèmes nerveux c'est de ça dont vont s'imbiber les systèmes nerveux, puis c'est ça qu'ils vont reproduire par la suite. Donc, j'aime beaucoup cette citation parce que je m'intéresse beaucoup, enfin, j'ai commencé à m'intéresser à la pédagogie Montessori en 2013, donc tu vois, ça fait un petit moment. Et tout ce qui m'a tout de suite plu dans cette pédagogie, c'est que on redonne un peu le pouvoir quand même aux enfants. Alors, ça ne veut pas dire que les enfants font ce qu'ils veulent, mais il y a le libre choix, on les laisse s'enthousiasmer et on profite de leur enthousiasme sur quelque chose pour, quand ils sont petits ou même plus grands, ils peuvent faire des maths pendant une semaine, mais s'ils font des maths pendant une semaine, mais tant mieux, c'est que la fenêtre est ouverte et ils apprennent énormément à ce moment-là. C'est ça. C'est ce qui manque beaucoup au système d'éducation, les programmes figés, cette espèce de rigidité là, qui empêche de suivre comme ça les élans qui sont la motivation, ce qui va donner l'énergie aux jeunes à affronter des choses difficiles. Puis, parce que le monde, il n'est pas toujours facile, il est complexe. Et est-ce que tu veux bien qu'on termine par un coup de cœur ou un coup de gueule? Un coup de cœur et un coup de gueule? Ouais, ou tu choisis, c'est l'un ou l'autre. Ben, je pense que mes coups de gueule ils ont transparu un peu durant cet échange. Je pense que on passe beaucoup de temps à dire à nos jeunes comment se trouver un débouché, un emploi, une job, comment le plus vite possible finalement arrêter d'être curieux, arrêter de découvrir. Le système, quand je disais le système dans lequel on baigne, qui est un système, on peut dire des gros mots là quand même. Les auditeurs sont peut-être capables d'entendre le mot capitalisme là. Donc ce système qui est complètement déréglé actuellement, on le voit, qui détruit la biosphère, tous ces fragiles écosystèmes. Tout est régulation. Hein? Là, je ne repartirai pas dans des notions trop complexes. Tout est régulation. Puis nous, les humains, notre corps et notre cerveau, comme j'ai dit, ce n'est que régulation. C'est des boucles. Et puis on s'inscrit dans un environnement qui est bouclé. Notre environnement rentre beaucoup plus dans notre cerveau qu'on le pense. À partir de là, si on offre de l'air pollué, de l'eau dégueulasse, du bruit, du stress constamment, c'est pas propice à l'épanouissement des gens. Et là, c'est drôle parce qu'on vit dans un temps de crise sanitaire jamais vu. Et puis, on se rend compte, pour citer, tiens, j'en aurais une autre citation peut-être en terminant. Il y a quelqu'un qui a dit récemment, c'est drôle quand on se met à faire juste les choses essentielles puis à acheter juste les choses nécessaires, comment le système économique est en train de s'écrouler quand on fait ça. Donc, il y a quelque chose qui s'est emballé dans cette machine-là
qu'on doit absolument chercher. Puis je pense que retourner à ce que c'est qu'un être humain, ce que ça aime faire, ce que ça veut faire, c'est déjà une bonne base au lieu de dire, regardez, il y a un système, il y a une affaire qu'on appelle l'économie, qui est un mot complètement fourre-tout pour dire quoi, au fond, enrichir une classe dominante, on peut le dire comme ça, hein? Ceux qui ont intérêt à ce que ce système-là perdure, ils sont pas nombreux, hein? Puis ils possèdent à peu près la moitié de ce que le reste de la Terre possède. Ben, ce système-là, on pourrait peut-être dire à nos jeunes, on ne centre pas notre développement là-dessus, hein? On va centrer notre développement sur quelque chose qui est plus comme nous-mêmes, en fait, remettre, en fait, l'être humain dans toutes ses dimensions au cœur de l'apprentissage. Puis pour ça, ben oui, il faut faire un petit peu de biologie, un petit peu de s'intéresser à ce en quoi on est fait, puis d'où on vient, mais d'où on vient dans une longue perspective aussi, évolutive. Ah oui, c'était super. Là, je pense que les auditeurs vont se régaler. Enfin, je vois pas comment ça pourrait être autrement. Moi, je me suis régalée. Et je te remercie beaucoup et bonne continuation, Bruno. Merci de faire ce que tu fais, c'est super important. Donc si vous avez envie d'aller creuser encore un petit peu le sujet, comme il l'a dit, voilà, vous aurez des heures et des heures d'exploration sur son site, sur son blog, Le cerveau à tous les niveaux. Il y a vraiment de quoi faire, donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. Et il y a un moment, Bruno a parlé d'ACV et j'ai mis quelques secondes à comprendre, je ne sais pas si c'était votre cas. Et nous, en France, on dit AVC, accident cérébral vasculaire. Ah oui, bah en fait, ACV, c'est dans le bon ordre. Je sais pas pourquoi nous on dit AVC en France, mais voilà de quoi il parlait. J'espère que voilà, que toutes ces connaissances vont vous permettre d'avancer dans votre apprentissage. Et pour soutenir le podcast, je compte sur vous pour en parler autour de vous, faire un commentaire et cliquer sur les étoiles si c'est avec Apple Podcast. Voilà, mais je compte sur vous pour le soutenir. Et je vous dis à vendredi prochain.